Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani Ouamakaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Maouli. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Le gouvernement du Mali a annoncé cette semaine sa volonté d'entamer des négociations avec des djihadistes. C'est le Haut Conseil islamique qui a donc été mandaté par les autorités de la transition pour ouvrir des discussions avec le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, GICM Diad Agali, et du groupe de Katiba Massina d'Amadou Koufa. Ces deux groupes sont responsables de la plupart des attaques menées au Mali. Ces négociations qui n'ont pas encore commencé suscitent déjà des interrogations. Pour en parler, nos invités au nombre de 3 sont Baba Dakono, spécialiste des questions sécuritaires, Boubacar Bokoum, analyste politique, Dr Ali Tunkara, spécialiste des questions sécuritaires. Je suis Mariam Maïga, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Le Grand Dialogue. Alors, Baba Dakono, la première question sera adressée à toi. Est-ce que entamer des discussions avec des djihadistes est une initiative louable ? Je pense que le résultat pourrait déterminer si c'est une initiative louable ou pas, mais ce qui est important de rappeler, c'est que ce n'est pas une initiative nouvelle. C'est une initiative qui a toujours été observée. Quand je dis pas nouvelle, je ne parle pas de 2019 où le dialogue national inclusif l'avait demandé à travers de nombreux Maliens qui s'étaient exprimés en faveur de cette solution. Je ne parle pas non plus de la conférence d'entente nationale en 2017, mais je remonte jusqu'en 2012 où à l'époque, il avait été question de négocier avec les occupants de l'époque pour l'ouverture de corridors humanitaires, pour tout autre besoin. Mais au-delà de ce dialogue ponctué avec les groupes qualifiés de terroristes, il y a chaque fois des négociations avec ces groupes-là, d'un point de vue humanitaire pour négocier l'accès, mais également pour la libération des otages. Et plus récemment, on a vu que les communautés elles-mêmes sont à l'œuvre dans certaines situations pour dialoguer avec ces groupes-là, accepter certaines conditions pour répondre à des besoins ponctuels. Par exemple, lever des embargos, c'était le cas à Farabougou, mais également négocier l'accès à certaines localités, négocier l'ouverture de certaines activités économiques. Donc, véritablement, discuter avec ces groupes armés n'est pas une initiative nouvelle dans le pays. Maintenant, par rapport à votre question, je pense que le succès ou l'infortune de cette initiative va dépendre non seulement de l'approche et de la méthode qui sera employée pour conduire ce dialogue-là. Et enfin, le dernier élément déterminant et qui est important à appréhender, c'est la finalité recherchée. En entamant ce dialogue-là, qu'est-ce qu'on recherche finalement ? C'est ce qui va permettre de déterminer si l'initiative est louable ou pas. Docteur Ali Tunkara, n'y a-t-il pas un risque d'entamer des discussions avec des djihadistes ? Je pense que comme Baba l'a bien rappelé, il faut quand même aussi le réitérer. Le dialogue n'a jamais été interrompu avec les acteurs de la violence. S'agissant de libération des otages occidentaux, depuis le président Amadou Touré, même une partie du dernier quinquennat du président Alpha Oumar Konaré, ce sont ces mêmes acteurs qui ont fini par épouser l'action violente au nom du référentiel musulman. Baranga, on sait à combien il était impliqué, de même également Yara Gali, avant que l'étiquetage religieux ne soit épousé dans ce que nous observons aujourd'hui dans le contexte malais. Donc, effectivement, les risques sont quand même importants, il ne faut quand même pas les occulter. Avant d'arriver au contenu de ce qui va être proposé comme l'offre de dialogue avec ces groupes radicaux violents, un des risques rapidement à comment faire en sorte que, par exemple, des pays comme le Burkina, le Niger et la Mauritanie comprennent déjà la démarche qui est entreprise aujourd'hui par le Mali. Ça, c'est un risque très élevé aujourd'hui quand on sait qu'il y a à peine 2 jours, le Burkina et le Niger viennent de signer un accord militaire dans le cadre de la lutte contre les groupes radicaux violents, en mettant le Mali sur la touche. Donc, naturellement, ces 2 pays peuvent ne pas nous comprendre. Je pense même pas qu'ils comprendront le Mali. De la même manière également, comme risque aussi, il ne faut quand même pas l'occulter. Nous ne sommes pas les seuls dans cette lutte contre les groupes radicaux violents.
Nous avons la force Barkhane française depuis son format Serval en 2013 jusqu'à aujourd'hui, laquelle force également, elle est là dans le cadre de la lutte contre ces mêmes groupes radicaux violents, sans occulter l'important rôle que jouent également les Nations Unies à travers l'aménagement, non seulement pour le retour à une paix durable, mais dans le même temps, les Nations Unies arrivent aussi à délivrer un certain nombre de services sociaux de base que l'État du Mali peine ou éprouverait quand même des difficultés à les faire de façon satisfaisante. Donc, il y a tellement de risques au-delà de ces questions de proximité avec les voisins, l'attitude des partenaires. Il faut aussi questionner le fait de réduire déjà une telle offre de dialogue au seul référentiel musulman. Cela me paraît une démarche très risquée parce que quand on connaît les dynamiques conflictuelles au centre et au nord du Mali, les religieux, il est certes questionné, mais il n'est pas l'élément déterminant. Il y a quand même la criminalité organisée, il y a des conflits locaux qui ont pour nom l'accès à la gestion des ressources naturelles, il y a des tensions qui ont pour nom les clichés ou les sentiments de suspicion entre les communautés, il y a des conflits qui pourraient même s'apparenter à des difficultés liées à la gouvernance locale. Donc vouloir mettre toute une gamme de difficultés ou toute une gamme de problématiques posées sous la seule étiquette islam me paraît une démarche très risquée. Une démarche risquée également pour vous, docteur, excusez-moi, Boubacar Bokoum. Ben, écoutez, pas aussi risqué que M. Tounkara veut le dire, mais je pense en réalité que ce dialogue, il faut l'ouvrir dans tous les cas de figure. Maintenant, je suis d'accord avec M. Dakono, que c'est comment on va s'y prendre, quelle substance on va mettre et de quel expert on va avoir besoin. L'inquiétude de M. Tounkara sera prise en compte une fois que, effectivement, ces gens ils vont se faire entourer par les bonnes personnes, avoir les bonnes clés et avoir une bonne lecture de la chose. Je pense que tout va être déterminé à partir de là. Mais dialoguer, je pense que, comme il l'a dit, ça n'a jamais été rompu. Et en plus, il faudrait bien qu'on sache quelle est la demande en face. Parce que depuis un certain temps, on parle de l'islamisme. Mais en réalité, le Mali est un pays quand même musulman. Donc, le conflit, il est quoi en réalité? Quelle est la demande qui est en face? Qu'est-ce qu'on attend du gouvernement malien? Qu'est-ce qu'on attend de la communauté malienne? Donc, si ce problème est bien posé, ben, on va bien regarder est-ce qu'il faut répondre à cette demande, oui ou non. Donc je pense qu'a priori, le dialogue ne pose pas de problème, mais l'interlocuteur et comment on va agencer tout ça. On va en venir pour l'interlocuteur. Vous gardez la parole. Une inquiétude qui taraude beaucoup les esprits, c'est la question de la charia. Oui. Certes, c'est une idéologie. Est-ce que vous avez une idée de comment sera traitée cette idéologie également, qui est très chère aux fondamentalistes? Ben, je pense que c'est trop dire en parlant de fondamentalistes, parce que la plupart de ces gens ne sont même pas bien imbus de la culture islamique et ne comprennent même pas réellement la charia. C'est pourquoi le dialogue est important. Si aujourd'hui on parvient à instaurer un dialogue, que ces gens acceptent que nous discutions charia en réalité, les conditions de couper les mains, les conditions de faire ceci ou cela, c'est bien défini. Et puis, ce qu'on prétend faire au nom de l'islam est inadmissible. On ne peut pas parler au nom de Dieu, en réalité. Donc, si réellement ils acceptent le dialogue, c'est d'amener les documents scientifiques sur la table et on leur dit, voilà ce que Dieu dit, voilà ce qui est faisable, voilà ce qui n'est pas faisable. Donc, aujourd'hui, tout le monde se cache derrière quelque chose pour commettre des actes qui sont des actes criminels au nom de l'islam. Mais aujourd'hui, s'ils acceptent qu'il s'agit réellement de l'islam, c'est de mettre les experts en place et on va discuter de l'islam, si c'est de l'islam qu'il s'agit. Parce que nous, l'islam ne nous fait pas peur en tant que tel. Nous sommes des musulmans. Donc, ils ne peuvent pas venir brandir l'islam comme étant le mécanisme pour faire peur. C'est ça le problème. Maintenant, si réellement il s'agit de discuter islam, ben, on va mettre tout sur la table et on discute réellement de l'islam. La charia ne fait pas peur parce que c'est quoi la charia ? C'est l'application de la loi islamique. Et cette loi islamique, contrairement à ce que certains occidentaux veulent nous faire croire, ça ne cultive pas la violence. Il ne s'agit pas de tuer, il ne s'agit pas de lapider. Même la lapidation en tant que telle n'existe pas dans le Saint-Coran. En réalité, c'est d'autres formes d'interprétation qui nous amènent à ça. La vie, elle est sacrée en islam. Donc, il y a des conditionnalités. C'est plus une façon de faire peur pour ne pas arriver à la faute que réellement à aller à l'exécution de certaines sentences. Donc, je pense que tout est un problème de communication. Et comment nous comprenons l'islam, je pense que si c'est ça le problème, on peut se mettre d'accord. Maintenant, si c'est pour aussi faire du Mali un État islamique, vous voyez par exemple en Mauritanie, c'est un État islamique, mais est-ce que pour autant on tue les gens à tout bout de champ? Donc, c'est pas là le problème. Donc, en réalité, le problème, il est très mal posé. C'est pourquoi le dialogue permettrait de poser les bonnes questions et de savoir qu'est-ce que nous allons avoir comme approche par rapport à cette problématique. Alors, Baba Dakono, qu'est-ce qui pourrait être mis sur la table des négociations?
C'est une excellente question à laquelle il fallait répondre avant d'engager ce processus-là, parce que c'est une ultime chance. Chance peut-être, c'est trop optimiste, mais je veux dire, cette initiative vient après l'échec de beaucoup d'autres options. Depuis 2012, on a essayé beaucoup d'options. On a essayé l'option militaire, et l'option militaire elle-même, elle a évolué de l'intervention Barkhane à l'opération Serval, couplée aux opérations militaires menées par les forces armées maliennes, puis la force conjointe du G5 Sahel. Donc, je veux dire qu'à ce stade du conflit, on a essayé beaucoup de choses. Et là, on se rend compte qu'il faut peut-être une solution globale. Et là, je profite pour apporter cette précision. Rappeler que l'option de discuter avec les groupes ne se fait pas en substitution ou en opposition à la réponse militaire. Ça doit être perçu comme un complément. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a dit à de nombreuses reprises, que la solution militaire à elle seule pourrait difficilement permettre d'endiguer cette menace-là. Il faut plus que ça, et plus que ça, c'est aussi l'option du dialogue. Mais, comme je le disais, c'est une carte supplémentaire qui va être jouée. Il faut éviter de gaspiller cette carte-là. Et gaspiller cette carte, c'est justement d'engager le dialogue sans avoir répondu à la question préalable que je posais tout à l'heure. Quelle est la finalité recherchée par rapport à ce dialogue-là? Qu'est-ce qu'on veut? Oui, c'est vrai que d'un point de vue tout de suite, l'immédiat, on va dire on veut la stabilité. Mais la stabilité, pourquoi? Je pense qu'il faut mettre ce dialogue-là dans le processus de renouveau de la gouvernance dans le pays. Parce que, ce que beaucoup me disaient tout à l'heure, même quand on va au-delà des concepts, appliquer la charia ou tout ce qui est affiché comme bannière par ces groupes-là, la finalité derrière, c'est l'amélioration de la gouvernance. La charia, pourquoi? Parce que du point de vue de ces personnes, elle permet une meilleure distribution de la justice, en tout cas meilleure par rapport à celle qui existe aujourd'hui ou par rapport à l'offre qui est là. Donc les questions liées à la gouvernance, à la justice sociale, à un meilleur accès aux différents services sociaux demeurent au cœur, Dr Tounkara le disait tout à l'heure, au cœur de l'engagement de nombreuses personnes dans ces groupes-là. Donc, la finalité par rapport à ce dialogue-là doit être la prise en charge de cette dynamique-là. Maintenant, une fois qu'on a dégagé cet objectif-là, qu'on va aller rechercher, il faut de la méthode. Et dans la méthode, il ne faut pas penser que j'ai été surpris d'entendre discussion avec Iyad et Amadou Nkoufa. Oui, c'est important, ça c'est le dialogue par le haut. Mais il ne faut pas exclure non plus le dialogue par le bas, et qui est beaucoup plus pertinent d'ailleurs. Sans opposer les deux niveaux d'échelle, il faut d'ailleurs les connecter. Tant on doit mener ce dialogue par le haut, on doit aussi mener le dialogue par le bas et essayer d'avoir une approche commune entre les deux. Donc en termes de méthodologie, il faut penser au dialogue comme un processus de discussion avec l'ensemble des communautés maliennes pour voir des communautés qui sont porteuses de griefs, de frustration. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'État soit enfin accepté dans ces communautés? Parce que ce qui se passe, c'est une insurrection armée contre l'État. Une insurrection armée qui se manifeste à travers l'engagement dans les conflits locaux, dans les réseaux criminels, dans les groupes qualifiés de terroristes. Maintenant, qu'est-ce que l'État peut faire pour qu'il soit accepté et qu'on puisse avoir un contrat social qui lie et les communautés et l'État dans un cadre clairement défini? C'est cet objectif ou ce sous-objectif qui doit déterminer la méthodologie qu'on doit mettre en place. Et, somme toute, il nous faut, pour ce processus de dialogue-là, une méthode claire et une méthode qui pourrait permettre de gérer politiquement cette situation afin d'apaiser la violence. Pour terminer, je voudrais quand même revenir sur 2 ou 3 inquiétudes soulevées par Dr Tounkara, qui sont des inquiétudes tout à fait légitimes. Et je pense qu'il ne faut pas non plus aborder cette question de dialogue avec, ou entre guillemets, naïvement, parce que c'est qu'il y a des limites, il y a des obstacles, et la limite qu'il a rappelée, elle est réelle. C'est qu'aujourd'hui, on est dans un contexte régional et une menace régionale. La menace, elle pèse sur le Mali, mais elle pèse en même temps sur le Burkina et le Niger. Comment ces deux pays vont recevoir cette offre de dialogue-là? Je pense qu'il y a aussi cette phase d'explication pédagogique-là qu'il ne faut pas sauter. Et je pense qu'il y a un peu de hâte aujourd'hui dans ce que les autorités sont en train de faire. Il n'est pas tard pour rattraper ça, mais je pense qu'il y a des étapes qui sont en train d'être sautées et qui risquent d'être des obstacles plus que des limites plus tard. Aujourd'hui, ce sont des limites qu'il faut identifier, qu'il faut essayer de surmonter, mais si on saute ces étapes-là et qu'on prend le dialogue comme une case à cocher, on risque d'être rattrapé par les manquements et on risque de se retrouver au point de départ après. Docteur Ali Tounkara, est-ce qu'à ce stade, Iyad Agali ou encore Amadou Koufa sont disposés même à négocier?
Je pense qu'il ne faut quand même pas penser qu'ils vivent dans une quiétude. Et aussi, ils sont clairement angoissés là où ils sont, à coup sûr. On ne peut pas quand même vivre aussi longuement dans des situations pénibles. Pour répondre à la question, il faut la question de la charia, je pense que c'est là que les autorités ont compris qu'il fallait passer par le Haut Conseil islamique pour déclencher un tel dialogue. Mais c'est quand même important. S'agissant d'Yara Ghali ou Hamadoun Koufa, qui sont certes aujourd'hui aussi aux abois, vraiment ils sont gênés dans leur mouvement. Quand on pose effectivement cette dimension de la charia du point de vue théologique, si toutefois ils tiennent à son application, je suis persuadé qu'on va s'entendre sur les modalités. Mais sauf que vouloir réduire aujourd'hui les dynamiques conflictuelles à la seule sphère religieuse me paraît à la limite plus que un échec en réalité, parce que combien de sous-groupes ou combien de sous-katibas qui échapperaient aujourd'hui du contrôle de Hamadoun Koufa et même celui également d'Yara Ghali. De la même manière également, M. Dakounou faisait allusion de cette connexion entre les acteurs au-delà des frontières. C'est quand même extrêmement important. On sait pertinemment qu'à un moment donné, lors des attaques à Boulkessi, des hommes de Malam Jafar Duko ont été sollicités pour porter une main forte à la Katiba de Hamadoun Koufa. De même également, il y a même des attaques parfois orchestrées par l'État islamique où certains éléments des hommes qui obéissent à Yara Ghali viendraient en aide. Donc c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de distinction nette aujourd'hui entre les différents acteurs de la violence. Maintenant, est-ce que Yara Ghali, Hamadoun Koufa, serait-il perceptible à ces messages du dialogue aujourd'hui exprimés comme nécessité par les Maliens et portés aujourd'hui comme action par les autorités de la transition en l'occurrence? Je pense qu'à coup sûr, ils vont s'inscrire dans la dynamique, mais avec des conditionnalités qui seraient extrêmement difficiles à satisfaire parce que déjà, M. Dakounou et M. Bokoum l'ont bien évoqué. Il ne s'agit pas de dire qu'au niveau du Haut Conseil islamique, les gens ne sont pas compétents. On est d'accord, il y a des théologiens, il y a toutes sortes d'orthodoxies musulmanes qui se trouvent au sein du Haut Conseil islamique. Mais sauf que ces questions de dialogue vont interroger la géopolitique, ces questions de dialogue vont interroger les dynamiques locales, ces questions de dialogue vont même interroger, si vous voulez, les relations internationales. Je ne pense pas que les gens ont été acceptés au sein du Haut Conseil islamique parce qu'ils ont un bagage intellectuel sur ce domaine que je viens d'évoquer, mais plutôt majoritairement ceux qui sont au Haut Conseil islamique les sont parce qu'ils sont des différentes d'obédience du point de vue religieux. Donc je pense qu'il est extrêmement hasardeux de déclencher ce dialogue à ce rythme parce qu'il va vraiment échouer. Je ne suis pas pessimiste, mais je suis très réaliste. Quand on va le déclencher à l'état actuel des choses, il va échouer. S'il échoue, non seulement la communauté internationale aura raison sur le Mali, mais dans le même temps, nous aurons du mal à convaincre une autre fois à qui l'on veut pour amorcer un autre dialogue. Donc je pense que cette réaction du dialogue ne va pas du tout mettre un terme à l'action militaire, mais dans le même temps, je pense que quand on regarde les cas récents en Afghanistan, même en Mauritanie, en Algérie à côté, ce sont des États qui ont d'abord mis en place toute une cohorte d'experts. On ne peut pas confier une telle démarche aussi méticuleuse, aussi savante à une seule composante de la nation. C'est quand même trop simpliste. Ce n'est pas parce que le Haut Conseil islamique n'est pas important, mais il n'est pas pertinent, efficace et même légitime à mes yeux pour mener à l'issue. Alors, docteur Ali Toukara, nous allons en venir sur le profil du négociateur, le temps de faire réagir Boubacar Bokoum. On dit souvent que l'on négocie quand on est en position de faiblesse. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui d'Iyad et Amadou Koufa?
Oui, mais comme l'a rappelé tout de suite Dr Tunkara, nous sommes tous en position de faiblesse. Parce que quand on est dans une position conflictuelle, à un moment donné, il y a l'usure. Donc des deux côtés, aujourd'hui, les Maliens sont fatigués de cette guerre. Et ceux qui ont même déclenché la guerre aussi sont fatigués, même si on ne veut pas l'admettre. La guerre aussi, c'est de donner une bonne image, de faire croire toujours qu'on est gagnant, même si en réalité, quelque part, on a perdu du terrain. Donc vouloir sauver la face aujourd'hui est de mise dans les deux camps. Mais la réalité est que toutes les deux composantes sont fatiguées de faire cette guerre et on a besoin de mettre fin à ce processus. Et là où je voudrais rebondir par rapport au propos du Dr Tunkara, c'est qu'il a tellement raison que, Dakono l'a dit, il ne faut pas perdre cette carte. Elle est tellement importante qu'il faut mettre plus de sérieux. Et effectivement, quand il l'a dit, on voit qu'il y a trop de légèreté dans la façon... Qu'est-ce qui manque dans la façon de faire alors? Aujourd'hui, décréter déjà le Haut Conseil islamique comme étant l'interlocuteur, déjà, c'est trop facile. C'est trop facile parce que ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'études stratégiques en amont. Techniquement, le travail qui devrait être fait, si ce travail avait été fait, j'aurais été étonné que ce choix se soit porté comme ça, de cette manière, sur le Haut Conseil islamique. Donc, il y a problème. Donc, en tant que spécialiste des différents domaines, on comprend aisément qu'il y a beaucoup de maillons qui manquent. Vous avez, quand il a dit tout de suite, nous avons observé sur l'axe Sumpi-Nampala et Djoura qu'il y a des problèmes réellement économiques. Donc, il y a des questions économiques. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, comme il l'a dit, que le Haut Conseil islamique puisse donner des réponses aux problèmes économiques. Problèmes sociaux, culturels, ce n'est pas évident. Vous voyez, il y a un pan qu'ils vont pouvoir résoudre. Donc, il faut qu'on s'inscrive dans une forme de complémentarité et que le problème sécuritaire soit pris comme un problème global. C'est une crise globale, sociale et sécuritaire. Donc, on ne peut pas la réduire juste à la dimension sécuritaire militaire ou juste à la dimension sociale. C'est deux facteurs combinés qui font que la crise aujourd'hui, elle est globale. Elle est globale aussi par le fait que quand Dr Tunkara parlait tout de suite du Burkina et de nos voisins, c'est tellement pertinent qu'aujourd'hui, cette crise, c'est comme un peu la Covid. Donc, aujourd'hui, c'est vrai, on a 3 pays que nous avons ciblés comme étant le Sahel. Mais le Sahel, en réalité, ce n'est pas que 5 États. C'est un minimum de 13 États, y compris le Nigeria, y compris le Sénégal. Donc si aujourd'hui, on ne parvient pas à trouver un bon mécanisme pour sécuriser, pour endiguer ce mal, on va se retrouver avec tous ces pays qui vont être très certainement touchés et ça va pouvoir aller au-delà. Donc si on ne comprend pas que cette dimension de la sécurité ne s'arrête pas qu'à l'espace Sahel, ne s'arrête pas qu'à l'espace Mali, ça veut dire qu'on n'a pas bien posé le problème. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de facteurs qui interagissent entre les États. L'Afrique entière est prise en étau parce que quand vous regardez au niveau du golfe de Guinée, il y a problème. Quand vous regardez au niveau du côté oriental de la Corne de l'Afrique, on a des soucis. Donc, quelque part, la crise sécuritaire, elle n'est pas que du Mali. C'est vrai, nous sommes le ventre mou aujourd'hui du système. Tout le monde a les yeux braqués sur le Mali parce qu'à un moment donné, on avait pensé que c'est le Mali, l'armée malienne qui est faible. Ensuite, on a vu le Burkina tomber, le Niger tomber. Et bien, écoutez, si on ne fait pas attention, c'est toute l'Afrique qui va sombrer parce que, fondamentalement, il y a des bases économiques qu'il faut construire. Les citoyens attendent des réponses, comme M. Dakono l'a dit. S'il faut distribuer la justice, il faut la distribuer de façon juste et équitable. S'il faut distribuer les richesses, il faut aussi que la prospérité elle soit partagée. Donc, chaque fois que nous avons des problèmes d'économie, de redistribution de richesses, de rétention ou de création, si le mécanisme n'est pas bien huilé, si on n'est pas d'accord sur la façon de faire, forcément, ce serait des créneaux que la violence va toujours exploiter. Et ce n'est pas forcément que des djihadistes, comme il l'a dit, c'est le mouvement d'extrémisme violent et c'est lié au capital en réalité. Donc, il faut des mécanismes de distribution de la justice, de la richesse pour endiguer tous ces fléaux. Et je pense qu'aujourd'hui, le Haut Conseil islamique n'est pas la structure appropriée pour chapeauter tout ça sous cette forme. Maintenant, s'ils tiennent compte des observations que nous faisons aujourd'hui, comme il l'a dit, c'est pas trop tard, c'est très rapidement de se faire entourer par les experts dans les différentes matières pour apporter la matière. Ils peuvent piloter, mais il faut vraiment de la substance autour d'eux. Docteur Ali Tunkara, vous l'avez précédemment écorché dans vos propos. Le Haut Conseil également n'est pas un candidat idéal pour vous pour entamer ces discussions-là. Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui manque au Haut Conseil islamique pour le faire? Non, il ne faut pas qu'il me fasse un coup d'État, mais c'est juste pour dire que, attention, quand on regarde avec rigueur comment les gens ont quand même, se sont retrouvés au sein du Haut Conseil, c'est une question d'obédience. Vous êtes de l'approche tidjanite, vous nous proposez un membre. Vous êtes de la Qadriya, vous êtes du soufisme, vous êtes de ce qu'on pourrait qualifier
des hambalismes. Vous voyez, lorsque des hommes et des femmes sont choisis sur des bases plutôt scientifiques, vouloir confier un travail aussi rigoureux, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas rigoureux dans ce qu'ils font au quotidien, mais par un peu réducteur, justement. Je reconnais qu'on ne peut aucunement mener un tel travail sans associer des figures emblématiques de la religion musulmane. Beaucoup d'attaques, quand même, se font au nom de l'islam. Donc, clairement, les différents versets qui sont instrumentalisés par ces groupes radicaux, qui peuvent aller à 12 à 13 versets, au sein du Haut Conseil islamique, on a des hommes et des femmes qui maîtrisent ces différents versets. Mais je ne pense pas aujourd'hui, par exemple, qu'au sein du Haut Conseil islamique, qu'on trouverait des hommes et des femmes capables de nous faire la cartographie déjà des acteurs de la terreur. Quand on prend la région de Ségou, qui sont les acteurs de la violence, quelle connexion ont-ils avec ceux des Moptis, comment la violence elle-même est perpétrée, quelles sont les finalités recherchées, le mode de recrutement. C'est trop sérieux pour la théologie à elle seule, quand même, qu'on soit sérieux. Donc, je pense que c'est bien que le Conseil islamique soit effectivement au devant de la scène, mais il est vraiment impérieux si l'on veut arriver à des résultats probants. Non seulement le ministre des Affaires étrangères doit tout faire, je sais que M. Diop a longuement séjourné ces derniers temps hors du territoire, ce qui sous-entendrait qu'il négocie, il cherche à convaincre le voisin. Mais je pense qu'il n'a pas reçu. Donc, il ne faut pas relâcher, il faut continuer à convaincre le voisin. Pourquoi j'ai dit cela ? Beaucoup d'entre nous penseraient que lorsque les groupes radicaux violents sont coincés au Mali, il n'y a rien d'étonnant qu'ils trouvent la Mauritanie comme un point de refuge. Et même également le Burkina, pour le Niger aussi. Donc vous voyez à combien c'est important d'engager un dialogue, si vous voulez, globalisant. Mais dans le même temps, je pense qu'au préalable comme profil, pour finir, il faut clairement d'abord savoir de quoi parle-t-on. Pour le savoir concrètement, il faut d'abord une cartographie des acteurs de la violence, les modalités, comment ces acteurs opèrent sur les différents chats d'emploi aujourd'hui des attaques terroristes, quelles sont les stratégies usitées par ces différents acteurs de la terreur, quelles sont les possibles connexions avec d'autres frontières. C'est trop sérieux, c'est trop méticuleux pour tout réduire à la seule dimension religieuse, à mon entendement. Baba Dakono, pour le moment, le quitus a été donné au Haut Conseil islamique pour mener à bien ces discussions. Selon vous, au sein du Haut Conseil islamique, qui pourrait être ce négociateur ? Ça, je ne saurais répondre à la place du Haut Conseil islamique, mais je vais quand même revenir sur les propos précédents, notamment si le Haut Conseil constitue l'interlocuteur clé par rapport à... Je pense qu'il y a fondamentalement un problème un problème conceptuel du problème. C'est-à-dire le problème, il est conçu du point de vue des autorités comme un problème religieux. Donc on met en mouvement, parce que c'est le ministère du culte en fait qui a mandaté au nom du gouvernement le Haut Conseil islamique. Donc le prisme par lequel le gouvernement conçoit ce problème, c'est que c'est un problème fondamentalement religieux. Et ce qu'il faudrait comprendre, et je crois que sortir déjà du débat manichéen sur oui au dialogue, non au dialogue, pour étudier et approfondir la réflexion sur les questions de fond. Et à ce niveau, on se rend compte que le problème, il n'est pas que religieux. Je crois que Dr Tounkara l'a suffisamment expliqué. La dimension religieuse existe. On ne peut pas rejeter ça d'un revers de main parce que c'est la bannière avec laquelle cette lutte est menée. On veut appliquer, imposer la charia. Mais au-delà de la bannière, l'autre problème, et c'est ce que j'expliquais, c'est que la force aujourd'hui de ces groupes-là, c'est vrai que les figures comme Yada Gali et Amadou Koufa sont des figures importantes qui incarnent cette lutte-là, qui mobilisent des fonds, qui ont la stratégie. Mais la force de ces groupes-là aujourd'hui réside dans leur base combattante, qui se comptent par milliers et qui sont en fait qui ont des visages maliens au Mali quand ils agissent, qui ont des visages burkinabés au Burkina. Donc aujourd'hui, à Douenza, ce n'est pas les Sahraouis qui viennent mener cette lutte-là, ce sont les ressortissants d'Ouaza, c'est la même chose dans la région de Ségou, c'est la même chose à Mopti. Donc dans ce contexte, on ne peut pas juste espérer discuter avec Yad et Amadou Nkoufa pour trouver une solution. C'est-à-dire qu'il faut aussi
comprendre pourquoi ces gens, par centaines, par milliers, rejoignent ces groupes-là. Et c'est ce que Dr Tounkara essaie de dire pour dire la plupart de ces personnes-là n'ont pas de problème vis-à-vis de la religion. Ils ont des problèmes de bétail, ils ont des problèmes d'emploi, ils ont des problèmes de protection, ils ont des problèmes avec l'ordre social établi dans ces localités-là. Ce sont ces questions-là qu'il faut prendre en charge. Je prends l'exemple du Niger. Il y a eu une tentative similaire en ce qui concerne le dialogue par le bas au Niger, où ils ont mis en place à travers la Haute Autorité pour la Consolidation de la Paix un camp à Goudou-Maria qui était chargé de recueillir les repentis. C'est vrai qu'il y a des succès, il y a aussi des échecs par rapport à ce camp, mais je crois qu'on doit tirer les leçons. Au Mali, pourquoi je parle de méthode de structure? On a depuis 2016-17 engagé un processus de désarmement dans le centre. Il était déjà présent au nord, il a été étendu au centre. Et on avait parallèlement, il y avait le groupe de Sekouboli qui était chargé également de désarmer, de démobiliser des jeunes combattants. On a toutes ces initiatives. Je pense qu'il est important de mettre en cohérence toutes ces initiatives-là pour voir le dialogue par le bas doit aboutir aussi à la démobilisation des combattants à ces niveaux-là. C'est pourquoi je dis l'offre politique aussi doit être discutée, la finalité doit être discutée. Et j'ai le même sentiment que M. Bokoum, Dr Tounkara, sur le fait qu'on est en train d'entamer ce processus avec une impréparation qui risque d'être préjudiciable à la suite. Et ce sera dommage, ce sera un grand dommage parce que c'est une carte, peut-être l'ultime qu'on a à jouer dans cette situation. Si on vous demande tout à l'heure de dresser le visage du négociateur, il peut être qui? Ce négociateur, il peut être qui? D'abord, je ne pense pas qu'une personne puisse le faire. Je pense que moi, je dirais plutôt ce dont on a besoin. Dr Tounkara a parlé de la cartographie. Ça veut dire qu'il faudrait plusieurs connaissances, mettre en commun plusieurs connaissances pour mieux faire l'analyse du contexte de l'environnement. L'analyse de l'environnement doit prendre en charge non seulement les acteurs, les moyens, les intérêts, les motivations, les interactions entre les acteurs. Après cette analyse-là, il faut aussi une connaissance sociologique, historique de ces environnements-là. Donc, vous voyez déjà que là, on a besoin de plusieurs profils, on a besoin de plusieurs compétences pour mieux apprendre. Ensuite, le dialogue a besoin d'ouvrir de portes, entre guillemets, ce que je vais appeler ouvrir de portes, parce que, comme je le disais, il y a le dialogue par le haut, il y a le dialogue par le bas. Il faudrait que ce soit des personnes qui ont accès aux personnes qui sont proches de ces différentes personnes-là qui sont visées par les groupes. Donc, il faudrait des ouvreurs de portes. Il faudrait des facilitateurs parce qu'il faudrait également que le dialogue puisse se tenir et aboutir à quelque chose. Donc, il faudrait des personnes qui puissent concilier les différentes positions quand il le faut. Il faudrait aussi des érudits. Je pense que si on tire l'exemple de la Mauritanie, c'est que le président Aziz, à l'époque, avait réuni une cinquantaine d'érudits pour leur expliquer ces gens ont une offre de pratique de l'islam. Vous nous enseignez depuis des années des offres de pratique de l'islam. Je vous envoie parler avec ces gens-là. Si c'est eux qui détiennent la vérité, on va tous les suivre, ce n'est pas la peine qu'on se batte. Mais si vous parvenez à les convaincre, donc ils reviennent. Donc oui, ça veut dire que le débat doctrinal, il va avoir lieu. Et il ne peut pas être porté par... moi, il faut qu'il soit porté par des gens comme Dr Tounkara qui ont une connaissance théologique, par des gens qui ont une connaissance également de la religion. Donc voilà les profils qui conviennent d'avoir pour former un tout. Donc ce n'est pas vraiment une entité unique de la société qui peut mener cet exercice-là. Dr Ali Tounkara, avez-vous des choses à ajouter à ce profil que vient de dessiner Baba Dakono? Non, c'est important. Je pense qu'il faut quand même saluer déjà le courage des autorités, mais au-delà d'être courageux, il faut être quand même aussi réaliste. Savoir ce que l'on veut comme finalité recherche. Effectivement, si le portage venait à être définitif, donc le Haut Conseil islamique, ce n'est pas aussi une raison de ne pas les aider dans une telle démarche. Tout va dépendre maintenant de l'approche qui va être entreprise par le Haut Conseil islamique en termes d'ouverture pour accéder à plus de compétences. Je pense que tous ceux qui ont connu les régions dites centre, celles des régions du nord du Mali, vous diront clairement qu'effectivement le problème il va au-delà du seul aspect religieux. Ça c'est extrêmement important déjà, ne pas l'occulter. Mais de la même manière également, les Maliens ne veulent pas entendre lorsqu'on parle des partenaires, notamment les Nations Unies, la force Barkhane française. Vous ne pouvez pas quand même mener une telle offre de dialogue en mettant de côté plus de 20 000 hommes et des femmes qui sont au chevet du pays depuis 2012. Donc c'est pour vous dire qu'on a pas mal de fronts à la fois. Cette multitude ou cette pluralité de fronts, si nous n'arrivons pas à la gérer avec ingéniosité, avec pertinence,
Sincèrement, je vous promets, nous allons assister à nos propres funérailles. Donc, de ce fait, lorsque les groupes radicaux violents se rendront compte que, déjà au niveau de Bamako, certains l'ont dit lors d'une discussion, quand vous demandez aujourd'hui à ceux qui se proclameraient de la Tijaniya, ou ceux-là qui se proclameraient également du soufisme ou de l'approche wahhabite, ils auront même du mal eux-mêmes à Bamako de s'entendre. Donc vous comprendrez aisément que vouloir aujourd'hui voir une foi aveugle au Haut Conseil islamique, c'est quand même trop léger en fait. C'est trop léger, voilà. On reconnaît leur légitimité du point de vue religieux, mais dans le même temps, il y a quand même des difficultés à l'interne, lesquelles difficultés, malheureusement, on ne peut pas les occulter pour que ces missions qualifiées de bons offices obtiennent des résultats escomptés. Boubacar Bokoum, la France dans tout cela et certains partenaires du Mali qui avaient affirmé leur opposition pour ce genre de négociations. Écoutez, tout ça dépend de la façon pédagogique et des instruments dont dispose l'État du Mali. En fait, ce que nous manquons aujourd'hui, c'est vraiment une vision claire, comme l'a dit M. Dakono, de ce que nous voulons. C'est-à-dire, en réalité, il faut qu'au Mali, on ait une vision de bonne gouvernance, donc à s'inscrire dans les nouvelles normes de bonne gouvernance. Maintenant, c'est ce projet qu'il faut vendre aux Maliens et à tout le monde. Et ces djihadistes, ou comment on peut les appeler, appartiennent à l'espace. Donc, quelle offre nous avons à proposer? Aujourd'hui, nous avons du mal à raisonner en système. Comme il l'a dit, docteur Tounkara, on oublie Barkhane, on oublie la France, on oublie X ou Y. Ce n'est pas normal, c'est tout ça là qui est intégré. Donc, c'est le même système. Donc, si on ne raisonne pas en dire qu'on trouve des solutions simultanées à l'ensemble de la problématique, et on pense isoler un certain nombre de problèmes pour trouver des solutions, mais on n'y arrivera jamais. C'est comme si aujourd'hui, vous voulez résoudre le problème de l'armée en occultant le problème de l'école, ou on dit on va résoudre le problème de l'école et après on verra qu'est-ce qu'il faut faire pour les autres. Non, la gouvernance, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, de la même manière, cette question, elle est tellement importante que toutes les relations sous-jacentes doivent être réellement prises en compte comme partie intégrante et doivent avoir des réponses de façon simultanée. Donc, si on ne prend pas en compte nos partenaires, prendre en compte l'aspect militaire, prendre en compte l'aspect économique, l'aspect institutionnel, l'aspect de la gouvernance sociale, politique et religieuse, donc on passe totalement à côté. Donc, en réalité, aujourd'hui, c'est vrai ce que M. Tounkara dit, l'aspect religieux va être géré peut-être par le Haut Conseil islamique. Mais les autres aspects socioculturels, le Mali, ce n'est pas que l'islam. On a d'autres obédiences, on a d'autres qui réfléchissent autrement, qui n'est pas dans le contexte islamique. Donc, le problème culturel va se poser, le problème social va se poser, le problème religieux va se poser, la gouvernance administrative et politique va se poser. Donc, toutes ces questions doivent être analysées. Donc, si on s'en tient seulement au Haut Conseil islamique, je pense que ces questions n'auront pas de réponse. Et toutes ces questions doivent avoir une réponse simultanée et avoir un modèle global qui est proposé au peuple malien. Donc, je pense qu'à partir de là, si la gouvernance au haut sommet de l'État comprend aujourd'hui qu'ils ont un modèle réellement serein à proposer à la nation malienne, c'est en ce moment qu'on va convaincre les autres à partager le projet avec nous. Nos partenaires vont accepter s'ils voient qu'il y a de l'objectivité à l'intérieur. Mais simplement aller négocier avec des djihadistes de cette façon, c'est vrai que nos partenaires, ils ne sont pas tout de suite partants parce qu'ils ne voient pas où est-ce qu'on est en train de les embarquer. Mais une fois qu'on aura expliqué tout le projet avec tous les tenants et les aboutissants, je pense qu'on a beaucoup d'experts dans leur camp qui vont s'asseoir avec nos experts, discuter et se mettre d'accord sur un certain nombre de points. Donc je ne pense pas que ce soit une opposition stérile, c'est dans le principe. Et si nous ne savons pas bien expliquer ce que nous voulons, nous restons très vagues sur nos concepts, donc c'est compliqué qu'on convainque les gens en face. Il nous reste à peu près 8 minutes pour clore cette émission. Donc, Boubacar Bokoum, vous gardez la parole. Faut-il avoir foi en ces gens quand on se réfère au cas de Farabougou? Oui, écoutez, le cas de Farabougou, forcément, on savait que ça allait à long terme échouer parce que, effectivement, comme le Dr Tounkara l'a dit, il y a d'autres problématiques qui n'ont pas été prises en compte. Donc, c'est vrai, au prime abord, ça va marcher, mais après, ça ne résistera plus autant parce qu'il y a d'autres contingences à l'intérieur que, par exemple, le négociateur ne peut pas garantir. Le négociateur, il ne peut pas se substituer à l'État. Alors, donc, c'est vrai, dans les principes religieux, ils vont se mettre d'accord sur un certain nombre de choses. Mais les autres questions qui sont sécuritaires, qui sont dans notre domaine, ne relèvent
relève pas de la compétence de celui qui allait négocier. Donc tout ça, c'est une problématique. Donc il faut que ce soit intégré à un niveau plus élevé et qu'il y ait un ensemble de visions. Oui, ces gens qui vont aller négocier ne devraient même pas négocier et conclure quelque chose. C'est d'apporter des éléments qui permettraient aux autorités d'acter des choses sur lesquelles on peut être d'accord. Donc la première démarche, c'est de dire, on va vers eux pour comprendre quels sont les goulots d'étranglement, quelles sont leurs attentes. C'est pourquoi nous inscrivons ce dialogue dans cette dynamique. Effectivement, si tout ça est interrogé, c'est la remontée de ces informations bien analysées qui vont permettre de dire, bon, voilà la posture que nous, en tant qu'État, nous allons prendre. Maintenant, si on n'est pas d'accord, ben voilà, on est obligé d'aller à la guerre, on va la faire. Baba Dakono, si accord il y a, ne faudrait-il pas craindre que les djihadistes puissent l'interrompre à tout moment? Oui, absolument. Tout accord, que ce soit avec les groupes qualifiés de terroristes ou tout autre groupe, comporte ce genre de risque. Mais je voudrais quand même revenir sur un des aspects très importants que vous avez soulevé tout à l'heure par rapport à Farabougou et rappeler que Farabougou, ce n'est pas un cas isolé. Il y a de nombreux accords et peut-être c'est qu'il faut attirer l'attention sur cet état de fait et dans les discussions avec, y compris les partenaires nationaux, expliquer en fait que les communautés sont déjà à l'initiative de certains dialogue-là. Et un dialogue, ça aboutit très souvent, vous venez de le dire tout à l'heure, à des accords. Et les accords, c'est des actions, c'est ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire très souvent. Donc, dans le cadre de ces actions, quand ce n'est pas bien réfléchi, quand il n'y a pas une modalité d'action bien déterminée et stratégique, c'est clair que tout ce qu'on aura au terme de ces accords-là, c'est peut-être une paix fragile, une trêve pour quelque temps avant que ça ne reprenne. Parce que l'inaction quelque part ou l'action d'autre part pourrait toujours entraîner la rupture de ces accords-là. Donc c'est pourquoi il faut avoir, et j'ai bien aimé l'approche d'une solution intégrée. Je pense qu'au-delà d'une solution intégrée, sécurité, développement, tout ça, dans le cadre de ces accords aussi, il faut avoir des solutions intégrées qui comportent également des phases de mise en œuvre et qui vont ensemble. Et je pense que Farabougou souffre aussi du fait qu'il n'y avait pas d'implication d'acteurs institutionnels. Et c'est important parce qu'on a très souvent l'impression que les gens se retrouvent, ils mettent tout sur le dos de l'État qui, pour la plupart des cas, est absent. Et ensuite, on part et le problème revient. Cette fois-ci, on a l'État qui a la volonté d'accompagner ce processus et je pense que il ne doit pas y avoir de tabou. Quand je dis il ne doit pas y avoir de tabou, dans ce processus, même l'État, c'est-à-dire le modèle d'État dont on a besoin, doit être au cœur de ces discussions-là. Docteur Ali Tunkara, quels sont les gages alors pour garantir ce genre d'accord pour éviter des cas similaires de Farabougou? Alors déjà, au préalable, il faut vraiment aller vers un travail sérieux d'identification. Je pense que jusqu'ici, ça m'étonnerait que le président Goïta ait une vision claire des acteurs qui sont à l'origine du conflit aujourd'hui. Donc, il faut cette identification ou cartographie des acteurs. Une fois que cela est fait, c'est important de le rappeler, il y a quand même des dynamiques locales qui ont toujours été mises en évidence par les communautés elles-mêmes. Ces dynamiques, il faut vraiment les intégrer. Pour ce faire, les autorités coutumières, religieuses et même d'autres formes de légitimité également, tout cela doit être engagé dans un tel dialogue. Vous allez me dire que oui, il y a des imams ou des chefs de village qui ont regagné ce mouvement, on est d'accord. Mais sauf que quand on est aux abois, toutes les solutions nous paraissent pertinentes pourvu qu'elles soient efficaces. En fait, le Mali, je crois qu'il est un peu vraiment dans ce stade. Mais dans le même temps... Mais est-ce qu'avec l'absence de l'État dans ces zones-là, il est facile de trouver un interlocuteur fiable? Il faut faire attention. Les gens ne veulent pas que l'État, mais ils veulent plutôt un État utile. Parce qu'on a du mal de voir ou de se retrouver avec un État qui est perçu comme un prédateur. Imaginons dans mon village, si j'ai un juge qui me conçoit comme une marchandise, j'ai un médecin qui est content, qui, lorsqu'il voit un patient, il ne voit qu'un objet marchand. Les gens ne veulent pas cet État, justement. Donc, aujourd'hui, les initiatives concourant au redéploiement de l'administration sont déclenchées. Mais sauf qu'on a du mal, c'est ce que disait Baba, de définir clairement quel type d'État le Malien a besoin. Je crois qu'il faut, sincèrement, pour un tel dialogue, il faut sortir de langue de bois. Il est extrêmement important aujourd'hui qu'il n'y ait pas de sujet tabou, qu'on accepte même de questionner les religieux, qu'on questionne le chef du village, qu'on questionne les politiques. Une fois que tout cela est accepté, il faut quand même aussi le rappeler. Il y a les signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation qui, à mon entendement, ont été mis également sur la touche. N'oublions pas que tout ce dont nous souffrons aujourd'hui est né parce qu'il y a une rébellion. Si vous mettez ces anciens rebelles qui restent armés,
Vous avez commencé, mais le bout de tunnel, il est loin. Merci beaucoup. C'est ce qui met fin à cette émission du Grand Dialogue dont le thème était Négociation avec les djihadistes. À quoi faut-il s'attendre? Merci à nos invités, Baba Dakono, Boubacar Bokoum, Dr Ali Tunkara, à la régie son et vidéo, il y avait Mamadi Keïta et Noum Djire, auditeurs, auditrices, téléspectateurs. Merci pour la fidélité et à la prochaine. Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halid Maoudi.